Bonsoir à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro d'Autrement. Et si on décloisonnait un petit peu les clichés qui tournent autour du monde des jeux vidéo? On en parle avec 4 invités aujourd'hui. Ambre Willem, bonjour. Bonjour. Vous êtes sociologue en genre et en jeux vidéo. Vous êtes vraiment spécialisé là-dedans parce que vous avez aussi une passion, on va pas le cacher, pour les jeux vidéo. Clairement. Vous êtes aussi streameuse, joueuse. Depuis quand vous avez cette passion pour les jeux vidéo? Depuis que je suis toute petite, mon père m'a fait jouer à des jeux vidéo et puis c'est revenu avec le temps. En commençant l'université, j'ai beaucoup joué. Je C'est continue resté, c'est maintenant. votre métier aujourd'hui et vous serez une de nos expertes sur ce plateau. En face de vous, Ekin Ball, bonjour. Vous êtes coordinateur de la plateforme Société Jeux Vidéo aussi pour l'ASBL Art République. Alors, expliquez-nous en un mot l'idée de votre métier. Donc concrètement, c'est de proposer un certain nombre d'activités dans le secteur socio-culturel autour du jeu vidéo, mais sous un angle citoyen, culturel. Et c'est de venir travailler finalement cet objet jeu vidéo avec un esprit parfois critique et parfois juste un esprit créatif. Voilà. L'éducation et les jeux vidéo, c'est aussi votre métier, Julien Hanard, détaché pédagogique pour la plateforme 4J. Ça, c'est la base de votre métier, mais vous êtes aussi coordinateur d'un manuel qui s'appelle Éduca-jeux, où l'idée, c'est de donner des outils justement pour que le jeu vidéo puisse servir d'apprentissage. C'est ça, utiliser le jeu vidéo à la fois dans le secteur jeunesse, dans les secteurs liés à l'éducation culturelle, socioculturelle, pour apprendre, à la fois apprendre des savoirs, savoir-faire, savoir-être, et essayer de voir comment est-ce qu'on peut apprendre à propos du jeu vidéo et comment est-ce qu'on peut apprendre grâce au jeu vidéo. Alors, si vous êtes autour de ce plateau et que vous travaillez pour les jeux vidéo, c'est aussi que vous êtes tous des joueurs, joueuses passionnés. C'est votre cas aussi, Chloé Bouls. Alors, vous avez créé la SBL Stream Heure pour une meilleure représentation des femmes dans ce monde. Le stream, on va voir tout de suite ce que c'est grâce à une séquence qu'on a tournée chez vous parce que vous faites des streams chaque matin où vous jouez aux jeux vidéo devant votre communauté virtuelle. Regardez ce que ça donne. Tous les matins de la semaine, genre de 8h30 à midi, moi je stream des jeux vidéo, donc ça veut dire que je joue et en même temps je diffuse sur Twitch et des gens me regardent et ils peuvent discuter en même temps avec moi avec le chat. J'ai ma webcam qui est juste ici au-dessus de mon écran. J'ai mon jeu que je mets en grand sur la partie droite. J'ai à ma gauche OBS. Et là, voilà, le chat qui dit coucou, c'est nous, voilà, effectivement. Mettez plein d'émotes, hein. N'hésitez pas surtout à abuser des émotes. Vous passez à la télé. Il est 11h, donc c'est l'heure de notre fameuse question. Mais qu'est-ce que ça mange ce midi? Des tartines. Salut Guim, comment tu vas? Croque monsieur, par contre ça c'est une très bonne idée. Oh my god, merci beaucoup Dr Pink Eyes pour les 10 subs. J'ai créé Streamer parce que au tout début j'étais d'abord vieweuse de Twitch pendant le premier confinement et j'ai remarqué que c'était souvent les mêmes personnes qui étaient mises en avant. C'était souvent des mecs quoi, c'était souvent des hommes, pas beaucoup de femmes. Et même en fait si tu prenais les tops, vraiment les statistiques de Twitch, t'avais vraiment très peu de streameuses dedans en fait. Twitch c'est un milieu sexiste et le jeu vidéo aussi. Tout ce qui est cyberharcèlement, c'est des gens qui viennent dans ton chat pour te dire des choses affreuses. Pour l'instant, c'est ce qui se passe. T'as des gens qui font des raids avec un message qui parle de viol, etc., qui est horrible, de meurtre. Ils font ça pour l'instant chez plein de streameuses. Des personnes qui utilisent de l'intelligence artificielle pour reprendre leur visage et remettre le visage sur des séquences pornographiques et les repartager après sur des forums, etc. Donc ça va super loin. C'est aussi pour ça qu'avec Streamer, on essaye de faire changer les choses à notre niveau et ça fait sens d'avoir un projet comme ça aussi parce que quand on voit ce qui se passe, c'est assez chaud. Par contre, on n'a toujours pas la clé. Et on espère que vous avez retrouvé la clé, Chloé. Oui, je l'ai trouvé. Des choses plus sérieuses que vous dites dans cet extrait, hein, le cyberharcèlement dont font face plusieurs streameuses ou d'autres femmes et personnes minorisées en genre qui utilisent finalement Internet et les plateformes de jeux ou les plateformes d'échange, les réseaux sociaux. Ambre, c'est un vrai problème, le sexisme dans les jeux vidéo, plus qu'ailleurs? On retrouve du sexisme comme partout, mais le problème c'est que vu qu'on est anonyme sur Twitch par exemple, on a beaucoup plus facile à balancer un message raciste, homophobe ou sexiste dans un jeu,
Et ça peut passer vraiment par tout type de harcèlement et ça peut dépasser Twitch et aller aussi sur d'autres réseaux sociaux. Est-ce que la plateforme modère un petit peu lorsque on est face à des gens qui rentrent dans votre chat et qui vous insultent et vont même jusqu'à la menace? Twitch met des choses en place, mais c'est encore assez, c'est pas encore vraiment assez complet, je dirais, parce qu'il y a par exemple des mots bannis de ta chaîne, mais bon, c'est facile d'écrire le mot un peu différemment et de faire passer le mot tout de même. Donc généralement, sur Twitch, ce qu'on a, c'est qu'on a des modérateurs ou des modératrices qui sont des vraies personnes qui sont derrière leur écran, qui regardent le chat et qui ont un rôle spécifique, qui peuvent supprimer des messages, peuvent mettre un time-out à une personne ou même bannir la personne si ça va trop loin. Mais c'est vrai qu'on passe surtout par une modération humaine, au final. Ça vous arrive à vous d'être la cible de cyberharcèlement en tant que femme, en tant que streameuse? Vous faites aussi du stream, hein, Ambre William? Je suis une assez petite streameuse, j'ai pas énormément de gens, mais pourtant, déjà à mon échelle, je peux retrouver des gens qui viennent essayer de me draguer en stream ou qui, sur un jeu de dessin par exemple, ont dessiné en train de me faire violer sur une autoroute, ou encore follow la chaîne avec un mot raciste pour essayer que je le dise en stream. Donc oui, ça peut arriver à toute échelle en fait. Les jeux vidéo, il y a souvent cette image, on essaie de sortir des clichés. Parlons des clichés qu'il y a autour des jeux vidéo avec vous, Julien Hanna. C'est souvent un milieu considéré comme violent, comme addictif aussi, et très masculin. Comment on peut essayer de sortir des clichés et quel est votre regard à vous face à ça et quand vous entendez aussi finalement que les femmes subissent du cyberharcèlement? Pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, il y a déjà quelque chose qui est assez fou, c'est que la modération, en fait, elle est faite comme du travail gratuit par la communauté des streameuses, ce qui est incroyable, puisqu'on parle de Twitch, qui est possédé par Amazon, une des plus grosses sociétés au monde, qui n'est pas capable de payer des gens. Et donc là, il y a un problème structurel déjà. Oui, clairement, il y a un problème structurel qu'on retrouve sur les réseaux sociaux, mais qu'on retrouve dans d'autres jeux. Dans beaucoup d'autres jeux, des gens qui ne sont pas streamés se font agresser, particulièrement évidemment les femmes, mais aussi d'autres personnes. Et donc là, il y a un problème structurel de ces sociétés qui sont très importantes, qui ont des chiffres d'affaires importants et qui ne mettent pas en place des moyens de régler ces problèmes-là, parce qu'elles ne veulent pas le faire, parce que ça coûterait de l'argent, parce qu'il y a des gens qui le font gratuitement, donc pourquoi le faire? Et puis alors, sur les clichés, effectivement, aujourd'hui, ces clichés, ils sont déjà anciens, ils ont des raisons historiques. Le jeu vidéo commercial s'est structuré autour d'une certaine représentation de ce que doit être un joueur. L'exemple le plus connu historiquement, c'est le Game Boy. Pourquoi est-ce que ça s'appelle Game Boy? Alors que c'est très genré, il n'y a pas de raison. Parce qu'on sait qu'en plus, le jeu mobile, déjà à l'époque, était très, au contraire, ouvert dans ses usages. Et que l'industrie commence seulement depuis quelques années, sous l'influence des influenceurs, influenceuses, des militants, militantes, à justement prendre en main ces questions-là et réaliser que, mais même financièrement pour elles, c'est intéressant de s'ouvrir à un plus large public. Parce qu'en fait, on se rend compte qu'une fois qu'on sort des questions culturelles du jeu vidéo, des représentations culturelles, le jeu c'est pour les garçons, en fait on se rend compte non, en fait tout le monde joue. Et qu'il n'y a pas de raison que les gens ne jouent pas. Sociologiquement, Ambre Willem, c'est ce que vous expliquez aussi lorsque vous êtes interviewé par des journalistes, cet aspect historique aussi, et puis le marketing qu'il y a eu autour des jeux vidéo à une certaine période. Aujourd'hui, il y a un mouvement d'inclusivité qui se ressent au sein des jeux vidéo, mais c'est ça qui crée aussi de la haine chez certains, vous pensez? Clairement, il y a beaucoup de tensions parce que on évolue de plus en plus en termes de représentation et je pense vraiment qu'on va vers quelque chose de mieux en mieux. Je suis assez positive à ce niveau-là, mais on se retrouve face à une masse, oui, vraiment de joueurs qui sont pourtant... Il n'y en a pas tant que ça, mais ils prennent énormément de place, ils font énormément de bruit, et c'est les premiers à aller râler sur Twitter parce que, je sais pas moi, un personnage féminin qu'on va jouer dans, par exemple, Horizon Forbidden West, elle a un petit peu de duvet et du coup ils trouvent que c'est dégueulasse, ou jouer dans The Last of Us 2, une femme qui a des muscles, ils considèrent que c'est moche et c'est dégueulasse, ils n'ont pas envie de jouer ça. Du coup, ils vont instantanément aller sur Twitter et dire que, oh là là, on rend nos jeux politiques comme s'ils ne l'étaient pas avant. Comme si c'était déjà pas un choix d'avoir représenté quasi que des hommes blancs hétérosexuels et qu'on les politise maintenant en rajoutant des minorités.
alors que c'était politique C'est déjà politisé avant, depuis toujours. clairement. Chloé, Streamer, du coup, cette plateforme, vous en parlez dans l'extrait qu'on a vu. Au-delà de cette force de représentation et de ce que vous essayez de créer, concrètement, vous organisez aussi des tournois, du soutien envers les streameuses. Comment ça se passe et quel est votre rôle? Quels sont les soutiens aussi desquels vous bénéficiez ici à Bruxelles ou ailleurs? Eh bien, c'est vrai qu'avec Streamer, donc comme tu l'as bien dit, on a à la fois la représentation, mais aussi tout ce qui est entraide avec le projet. Donc là, on a un serveur Discord, donc c'est un service de messagerie où les gens peuvent échanger, se rencontrer. C'est là que les streameuses peuvent se discuter, organiser des lives à plusieurs, poser leurs questions, que ce soit technique, que ce soit juridique, que ce soit toute autre question. On fait aussi des tournois, des événements. On a fait un événement qualitatif il n'y a pas très longtemps avec Greenpeace. On a récolté plus de 15 000 € pour planter une forêt urbaine ici à Evere. Ce sera le cas ce week-end d'ailleurs. C'est vous ça. allez planter les arbres ce week-end. Samedi, si on c'est veut ça. vous accompagner, à voir comment ça se passe. C'est ça, exactement. Et on fait aussi tout ce qui est des formations avec la ville de Bruxelles. Donc tout ce qui est formation par rapport au streaming, la vidéo, la lumière, le micro, être présent sur les réseaux sociaux aussi, parce que c'est aussi ça, être dans le monde du streaming. Donc voilà, c'est un petit résumé de ce qu'on fait avec Streamer. La présence sur les réseaux sociaux, c'est important. La sensibilisation, les outils d'éducation, Ekin, c'est ce que vous faites un petit peu chez Art République. Vous allez directement dans des mouvements de jeunesse ou carrément dans les écoles pour présenter le jeu vidéo et construire finalement avec le jeu vidéo, construire même des jeux vidéo avec des jeunes en fait, pour montrer que ça ne doit pas rester aussi le truc qu'on peut faire une demi-heure à la maison en rentrant avant les devoirs, après le repas, qu'il y a moyen de voir le jeu vidéo autrement. C'est ça, en fait, on les fait passer de joueurs à créateurs en quelque sorte. Et c'est un peu, pour rebondir sur ce qu'on disait, on essaie un peu de casser, notamment dans ce genre de projet de création de jeux vidéo, ce côté boys club aussi, parce qu'au début, à chaque fois, on a ce côté, tiens, vous jouez à quoi? Est-ce que vous considérez gamer ou pas? Et c'est vrai que de temps en temps, et assez souvent, en fait, on voit que les filles ont tendance à dire « Ah non, moi je joue pas ». Et puis quand on va un peu plus loin, en fait, elles jouent, mais pas à ce qu'on considère comme étant des vrais jeux vidéo pour mecs. Et donc du coup, on essaie de leur dire « Non, ça aussi c'est du jeu vidéo, il n'y a pas de souci ». Et puis on essaie d'ouvrir un peu les horizons et de leur dire que c'est inclusif, que c'est pour tout le monde. Et après, on va parfois aussi directement, à travers la création de jeux vidéo, essayer de travailler... il y a toujours une phase d'analyse. On va analyser des jeux vidéo avant d'en créer, évidemment. Et donc, on va par exemple analyser la représentation des femmes dans le jeu vidéo, ou alors aussi se réapproprier le jeu vidéo pour parler de questions autour du genre. C'était un de vos derniers projets qu'on a suivi sur BX1, dégenrer une cour de récré à partir de Minecraft, ce jeu vidéo dont on va voir des images. Minecraft, vous l'avez sans doute en tête, ce sont ces petits Lego qui permettent de créer des villes, des espaces communs, publics. Et ici, vous avez proposé à des élèves de carrément envisager leur cours de récré sur Minecraft avec ce spectre du genre. Est-ce que les espaces sont assez réservés aux femmes? Est-ce qu'il n'y a pas trop d'espace pour les garçons, etc. Ça, c'était le but de cette activité. Je vous propose de regarder un extrait de notre reportage monté par Marie-Noëlle Dinan et Fred Dehainaut. Repenser la cour de récréation, c'est justement le projet mené par Art République dans cette école. Pendant 2 jours, l'association spécialisée en animation citoyenne mène un travail de réflexion en se servant d'un outil original, le jeu vidéo Minecraft, rebaptisé pour l'occasion Gendercraft. L'idée simplement, c'est de travailler aussi collectivement pour réfléchir à des jeux aussi qui pourraient plaire aux filles et aux garçons. Le jeu vidéo permet ainsi aux enfants de construire leur espace récréatif idéal dans un monde virtuel. On a construit une cabane avec un toboggan et là maintenant on est en train de faire un trampoline pour un peu agrandir l'aire de jeu. J'ai créé une rivière avec une mini-barque. Je vais faire une marelle, je vais mettre des balançoires avec 2 chaînes. On doit partager les idées et en fait on ne sera pas d'accord sur tout. Du coup en fait il faut se mettre d'accord et c'est ça qui est compliqué des fois. Car à l'issue de l'atelier, les enfants choisissent leur aire de jeu préférée, un projet qui sera ensuite présenté à la direction de l'école. Car même si les rêves des enfants sont parfois farfelus... Et tu vois la marelle c'est un peu difficile à le faire. Mais... Attends, j'ai une idée, on essaie de faire une statue d'Ender Dragon. Ils ont le mérite de bousculer certaines idées reçues. Voilà, on voit un petit peu comment ça peut se passer dans une école. Julien Hanard, ça doit être un peu votre quotidien en tant que détaché pédagogique de faire face aux réactions des élèves face aux jeux vidéo.
vous utilisez le jeu vidéo comme outil éducatif, d'apprentissage, et on l'a très bien vu dans cette vidéo, ça peut aussi servir d'apprentissage de compétences, clairement, comme la coopération. Là, l'enfant le dit clairement, quoi. Super reportage. Vous pouvez féliciter vos collègues. Non, c'est vraiment très chouette. C'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, le jeu, pas tant dans cette thématique que dans les mécanismes qu'il met en place, va créer des interactions entre les joueurs et les joueuses. Et à partir de ces interactions, on peut après formaliser de l'apprentissage. C'est-à-dire que typiquement ici, j'imagine que c'est 1-2 journées et que la professeure, je pense que c'était une professeure, hein, la professeure va après formaliser en discutant avec les élèves, formaliser les apprentissages. On va essayer par exemple de mettre en avant. Ouais. Oui, c'est ça, mettre en avant les stratégies qui ont bien marché, comment est-ce qu'on peut les transférer au cours de mathématiques, par exemple. Et puis tout d'un coup, alors, on se rend compte, et là, enfin moi, c'est ce qui me passionne, c'est de montrer aussi que le jeu change l'apprentissage. C'est-à-dire que typiquement, si par exemple en mathématiques, on se rend compte que c'est plus intéressant de mettre en place des stratégies coopératives, ben, alors on n'est plus dans une approche individuelle de l'école, on se rend compte qu'on apprend mieux en groupe, par exemple. Et vous voyez, ça par exemple, c'est fou de voir ce que le jeu fait aux apprentissages. Et qu'est-ce qu'on sent quand on va faire des ateliers comme ça dans les écoles, que certains élèves sont plus habitués aux jeux de société parce qu'ils jouent chez eux dans le privé par rapport à d'autres, et est-ce qu'il y a une sorte de différence qui se crée comme ça? Oui, c'est clair, les jeux vidéo, vous voulez dire. Ouais. Alors, souvent, il y a cette figure de l'expert, en plus sur Minecraft en particulier. Il y a des enfants qui connaissent par cœur le jeu. Et alors, il y a deux stratégies, je dirais, avec ces élèves-là. Soit ils sont un peu déçus parce qu'ils s'attendent à une expérience qu'ils connaissent déjà et qu'ils n'ont pas parce qu'évidemment, on modifie un peu la manière d'appréhender le jeu. Soit justement, et c'est souvent le cas, ils deviennent l'expert. Et parfois, il y en a qui sont timides et qui se réveillent d'un coup et vont commencer à partager des tutos à leurs autres camarades ou alors à expliquer à la personne qui s'en sort pas très bien comment le jeu fonctionne. Et encore ce matin, j'étais en atelier Minecraft justement et c'est des profils que j'ai vus, quoi. Ambre, Willem, si vous vous souvenez, vous, de votre enfance, vous disiez que vous aviez accès aux jeux vidéo. Ben, comment ça se passait dans la cour de récré lorsque vous étiez confronté aux garçons, au Boys Club justement, qui avait peut-être une autre approche de ces jeux vidéo? Comment, à ce moment-là, vous le ressentiez? Mais je me suis du coup retrouvée plus souvent avec des filles qui ne jouaient pas nécessairement aux jeux vidéo, alors qu'à des jeux qui étaient considérés comme des jeux de filles, par exemple sur la Wii ou sur la Nintendo DS, quand on s'occupait de petits chats, de chevaux, ou qu'on dansait, Ouais, là, ça le marketing joue aussi un rôle hyper important. Hein. Clairement, mais après, j'avais une façon de jouer qui était très différente des garçons, et du coup j'avais plus de mal à essayer d'interagir avec eux pour pouvoir continuer à jouer à des jeux vidéo qui ressemblait plus à ce que je jouais avant, que mon père m'avait fait jouer quand j'étais plus petite. Donc c'est quelque chose qui est revenu plus tard, avec le temps, quand je n'étais plus à l'école, en fait. Ouais, une fois qu'on s'autonomise. Chloé, comment vous l'avez vécu, vous, votre rapport aux jeux vidéo dans votre enfance en tant que fille? Moi, j'ai commencé très très jeune aussi. Je savais même pas encore lire, que je jouais déjà aux jeux vidéo, à vrai dire. Et c'est aussi mon père qui m'a mis dedans, qui m'a donné une Game Boy, et on a commencé à jouer comme ça. Par contre, je suis pas trop tombée dans les jeux dits pour filles, je mets des énormes guillemets à ça. J'ai vraiment continué à jouer tous les types de jeux qui me plaisaient, Ratchet & Clank, etc., etc. Et du coup, je pense que je l'ai vécu autrement parce que j'étais amie avec des garçons qui jouaient. Mais eux rageaient parce que si j'étais plus forte qu'eux, c'était une fille me bat aux jeux vidéo, etc. C'est pas normal, t'es pas censée être forte au jeu. Et là, on retombe vraiment dans les clichés. Voilà. Hétéro-patriarcaux finalement. Julien, en venons-en à votre travail aussi et ce manuel Éducageux que je vous conseille vraiment de consulter si vous avez un rôle à jouer dans l'éducation ou même si vous êtes parent. Manuel, c'est vraiment un manuel écrit mais aussi avec des vidéos où vous partagez aussi vos conseils, des sortes de tutos en fait sur comment aborder au mieux le jeu vidéo comme outil. Est-ce que... Oui. Quand vous parlez d'outils comme jeux vidéo, comment aujourd'hui c'est pris par les écoles, par le monde de l'éducation? Est-ce qu'en Belgique francophone, on arrive à se faire une place avec votre métier? En fait, l'énorme avantage de la Belgique francophone, c'est que l'enseignement est très décentralisé. Et donc, il y a beaucoup de place pour beaucoup d'autonomie, beaucoup d'expérience. Moi, je suis régulièrement invité à travailler en France aussi, et on se rend compte que là, c'est beaucoup plus compliqué ces questions-là à mettre en place. Et chez nous, il y a beaucoup d'autonomie. Et c'est vrai qu'étonnamment, moi, je suis enseignant dans le secondaire, et c'est beaucoup plus difficile dans le secondaire qu'en primaire ou dans le supérieur. On s'est rendu compte avec
mon équipe qu'on est beaucoup plus sollicité dans les hautes écoles et dans les universités. Et ce pour qu'on est beaucoup sollicité, c'est pour former les enseignants et les enseignantes à essayer donc plutôt dans une approche éducation numérique. Et donc effectivement, on travaille aussi via ça sur plein de sujets. Par exemple, ici, on vient d'évoquer la question de l'égalité des sexes. Je pense que c'est un sujet qui nous concerne absolument tous, quel que soit notre genre, et que la question de l'éducation est centrale là-dedans pour éduquer là-dessus. Mais ça peut aussi, vous évoquiez juste avant la coopération, mais on va aussi travailler des savoirs comme l'histoire. C'est vraiment un outil très souple. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, grâce à la souplesse que notre système éducatif a, on se retrouve avec des enseignants, on va les former, on essaie des jeux ensemble, et puis très vite, ils reviennent vers nous avec quelque chose de tout à fait différent et qui peuvent adapter à leur public. Et c'est vrai que la logique ludique, comme elle est ouverte, il y a l'idée qu'on va toujours essayer quelque chose et aussi que c'est moins impressionnant pour les enfants, les jeunes gens de jouer. C'est quelque chose qui est un bon outil pour apprendre parce qu'on est moins dans le jugement, moins dans une logique d'échec. C'est une manière aussi de s'adapter à la transition numérique qu'on voit un petit peu partout, évidemment, que ce soit dans l'enseignement ou ailleurs. Vous proposez des tutos, je le disais, je vous propose de regarder un extrait d'un jeu vous présentez un jeu qui pour vous est idéal à jouer en famille. Comment le jeu vidéo, au lieu de devenir un sujet de dispute dans les familles, pourrait au contraire devenir un moment de rassemblement, jouer autour de jeux vidéo qui permettent de jouer avec tes parents, tes grands-parents, bref, de partager quelque chose qui te plaît et en plus que ça leur plaise aussi. Il y a une série sur tablette qui fonctionne vraiment très bien pour ça, c'est Monument Valley 1 et 2. C'est des jeux que ma fille et moi, on a fini ensemble, on a adoré y jouer. C'est vraiment des jeux très beaux, très doux et très agréables à jouer à partir de 6 ans. Et en plus, tu peux même y jouer avec tes grands-parents. Pour avoir déjà fait plusieurs ateliers avec des seniors, c'est vraiment le jeu avec lequel toutes les personnes d'un certain âge qui n'ont jamais joué à un jeu arrivent à prendre en main et en plus apprécient et veulent même le finir. Les seniors, justement, Chloé Bouls, est-ce que c'est un public que vous rencontrez dans votre chat? Est-ce que vous connaissez l'âge des gens qui vous suivent sur Twitch? Et est-ce que les jeux vidéo intéressent les personnes plus âgées? C'est vrai que sur Twitch, on n'a pas beaucoup d'informations sur les personnes qui nous regardent. Donc la seule manière de le savoir, c'est de poser la question. Donc ça m'est déjà arrivé de faire des sondages dans le chat, de voir un peu l'âge moyen. C'est vrai qu'on a un peu une image de Twitch très jeune. Mais moi, ma communauté, je dirais qu'elle est entre 25 et ça peut monter jusqu'à 50 ans. Donc, c'est assez large et plus âgé que ce qu'on pourrait imaginer. Donc voilà. On arrive à la fin de cette émission et Kin, vous sentez aussi chez les personnes âgées que forcément on avance dans le temps. C'est un sujet qui concerne aussi les seniors, les jeux de société, les jeux ludiques. On va y arriver. Écoutez, moi c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec des jeunes. Mais c'est vrai que je remarque, en tout cas quand on fait des présentations à un public plus adulte de ce qu'on fait, etc., qu'il y a une demande, en fait. Il y a plusieurs personnes, je ne connais pas l'âge, je ne sais pas, mais qui me paraissent en tout cas plus âgées que notre public, qui nous demandaient, tiens, vous ne ferez pas des choses pour les adultes, ça manque, etc. Et donc, on est en train de petit à petit considérer la possibilité de faire des projets avec des gens plus vieux. C'est un des changements. Vous en parlez dans votre manuel aussi, des seniors, Julien Nard? Ah oui, mais ça, c'est un sujet qui me passionne. C'est comment est-ce qu'on peut faire en sorte... Enfin, comment est-ce que le jeu devient un moment et un espace où on va rassembler les générations. C'est qu'on va rassembler les familles. C'est ce qu'on a évoqué ici. On a évoqué notre passé. Comment est-ce que nos parents... Ça devient un moment de lien avec nos parents. Mais ça peut devenir aussi un moment de lien avec les grands-parents. Et l'extrait que vous avez mis en avant, c'est dans mon travail, quand je faisais des expos, c'est vrai qu'on avait un public senior et on se rendait compte que ces jeux-là, c'était une porte d'entrée. C'est-à-dire qu'après, les seniors souvent étaient un peu inquiets, surtout les hommes, parce qu'ils avaient peur d'être pris en défaut. Ouais. Et que grâce à ce jeu-là, ils osaient essayer d'autres choses. Et alors, ils revenaient avec leurs petits-enfants. Et là, c'était un moment de partage fantastique. On arrive à la fin de cette émission. Merci à tous pour votre lecture sociologique et autres des jeux vidéo. Alors, les représentations féminines dans les jeux vidéo, vous en reparlez. Ça reste vos sujets d'études. Ambre Willem, notamment lors d'une conférence prévue le 24 novembre, dans quelques jours, à Namur cette fois. Il faudra se déplacer à Namur, mais où il y aura aussi la présence d'une autre association que je voulais citer, Witch Games, qui s'attaque vraiment au sexisme dans les jeux vidéo. Vous collaborez souvent avec cette association?
Oui, on est souvent contactés, streamers aussi, on est un peu les personnes de référence sur ces sujets-là en Belgique. On vous reverra. Ben, merci d'avoir été les personnes de référence. À République, si on veut vous contacter pour une animation dans une école ou quoi, ça se fait sur Internet, sur le site. Sur notre site internet, il y a mon contact, donc ekin@arepublique.be. C'est facile. Streamer aussi, ben, il y a un site Internet, on voit qui vous êtes. Hilaria, votre collègue aussi, on n'en a pas encore parlé, mais vous faites ça vraiment à deux. Puis pour suivre vos streams, ça se passe sur Twitch, c'est tous les matins, entre 8h30 et midi, où vous présentez vos jeux, et puis il y a toutes ces questions qu'on a vues, qu'est-ce qu'on mange à midi et autres. Tout ça se fait dans une bonne ambiance, je l'ai vu en live, je peux vous le garantir. Julien Hanard, le manuel aussi, est-ce qu'il est proposé directement dans les écoles? Comment ça se passe maintenant, en quelques mots, pour clôturer cette émission? Il est disponible sur le site Educajeux en un mot, jeu avec X à la fin, educajeux.be. Il est disponible à télécharger, et toutes les structures qui veulent le télécharger, c'est avec plaisir, c'est gratuit, et n'hésitez pas à nous faire des retours via le site educajeux.be. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain numéro d'Autrement.